Test, test, ok. Super. Bonjour à tous. Je pense que nous allons commencer. Donc, chère audience et chers invités, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du Digital by Portnet sur le thème « La logistique dans le commerce extérieur à l'ère de l'omnicanalité, surmonter les défis et maximiser les opportunités ». Pour introduire ce rendez-vous, je vous propose de commencer par un mot d'ouverture de Si Youssef Ahouzi, directeur général Portnet et président de l'Assemblée générale de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Si Youssef. Merci Amine, merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec une grande fierté et un réel enthousiasme que je vous accueille aujourd'hui à cette nouvelle édition des rencontres digitales by Portnet, événement en fait organisé dans le cadre du salon Logismed, sous le thème « La logistique dans le commerce extérieur à l'ère de l'omnicanalité, surmonter les défis et maximiser les opportunités ». Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers chaque personne présente ici, qu'il s'agisse des panélistes, des experts, des décideurs ou des participants engagés. L'omnicanalité, un concept qui place le client au cœur de la stratégie commerciale, a profondément bouleversé la façon dont nous concevons et gérons la logistique en général et la logistique dans le commerce extérieur en particulier. À une époque où les frontières sont de plus en plus effacées, où les canaux de vente se multiplient et où les attentes des consommateurs évoluent sans cesse. Il est aujourd'hui primordial de comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et explorer les opportunités qui s'offrent à nous dans cet environnement. La logistique est devenue un élément essentiel de la réussite dans le commerce extérieur. Il représente le maillon crucial permettant de relier les différents canaux de vente, d'optimiser la gestion des stocks, de garantir les délais de livraison rapides et fiables et de fournir une expérience client exceptionnelle. Cependant, il doit également faire face à des obstacles tels que la complexité des flux, les contraintes réglementaires et bien d'autres encore. C'est dans cette perspective, notre objectif aujourd'hui est de partager les meilleures pratiques, les idées novatrices et les stratégies gagnantes pour surmonter ces défis logistiques dans le commerce extérieur à l'ère de l'omnicanalité. Nous sommes ici pour explorer l'ensemble des moyens de maximiser les opportunités offertes par cette nouvelle réalité et de bâtir une logistique performante, agile et résiliente. En conclusion, je souhaite remercier tous les partenaires et organisateurs qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Je vous encourage à profiter pleinement de cette journée, de vous engager activement dans nos discussions
Merci. Donc, je vous souhaite à tous une journée fructueuse et inspirante. Et merci de votre attention. Je te remercie, Si Youssef, pour cette allocution d'ouverture qui place, je pense, Portnet au rang qu'il mérite dans l'échiquier international du climat des affaires. Bon, vous l'avez compris, du mot d'introduction de Si Youssef, nous allons explorer 3 mots-clés majeurs: logistique, l'omnicanalité et commerce extérieur. Mais avant de passer la parole à nos invités, laissez-moi partager avec vous une illustration légèrement décalée, mais qui va nous plonger directement dans le sujet du jour. Bon, vous l'avez reconnu, c'est le Père Noël. Le Père Noël est le roi de l'omnicanalité et du commerce extérieur et le plus grand expert en logistique de tous les temps. Que ce soit par la cheminée, les boutiques, les plateformes en ligne ou même les galeries marchandes, le Père Noël est partout. Il est l'omnicanalité incarnée, prêt à répondre aux désirs individuels de ses clients du monde entier, par téléphone, tablette, voie postale ou même par télépathie. Mais attention, la supply chain du Père Noël n'est pas exempte de défis. Des milliards de cadeaux, des reines qui naviguent dans le ciel et peuvent prendre des raccourcis, des lutins qui jonglent avec une liste de souhaits qui se multiplie et arrivent en avalanche même en dernière minute. Notre cher Père Noël doit donc faire preuve d'une ingéniosité sans faille. Heureusement que le Père Noël est maître de l'optimisation. Il utilise des algorithmes magiques pour planifier les itinéraires les plus efficaces, des entrepôts intelligents pour gérer les stocks à la perfection. Il est capable aussi de se faufiler dans des endroits les plus exigus pour livrer des cadeaux. Et n'oublions pas le commerce extérieur. Le Père Noël n'a pas de frontières. Il voyage d'un pays à l'autre, franchit les douanes sans encombre et aurait un nouvel assistant magique qui s'appelle Portnet, d'après son nouvel ami, le chat GPT. Alors, chers participants, que vous soyez des logisticiens chevronnés, croyants ou sceptiques à l'omnicanalité, ouvrez grand vos oreilles et prenez des notes, car ce Père Noël est représenté aujourd'hui par des invités de renom, des experts dans le domaine. Je nomme M. Karim Tazi, PDG de Marois, M. Eric Tizi, directeur général d'EB Schenker, M. Patrick Romor, iLog directeur de JLL, M. David Averland, senior directeur de Talent Group, et bien sûr notre hôte, que je salue chaleureusement, Si Youssef Ahouzi, directeur général de Portnet. Bon, pour commencer, je vous propose un premier tour de table. Messieurs, quels sont un peu vos commentaires sur cette introduction, l'illustration et sur le choix du sujet en général? C'est Karim. Merci pour l'invitation. Écoutez, je pense que le sujet est évident. L'omnicanalité, aujourd'hui, c'est, dans mon métier, dans celui de la mode, principalement à la fois le commerce physique en boutique et le e-commerce. L'omnicanalité, c'est, d'un point de vue client, une expérience largement améliorée, puisque vous pouvez consulter le site de e-commerce pour choisir un vêtement, aller l'acheter en magasin, vous pouvez rentrer en magasin, trouver un vêtement qui vous plaît, ne pas trouver votre taille, le commander en e-commerce, vous pouvez commander, vous faire livrer en magasin, etc., échanger ce que vous avez acheté en magasin, en e-commerce dans un magasin. L'omnicanalité, c'est un sujet évident. Et pour l'entreprise, les avantages sont importants. Je crois qu'on aura l'opportunité de le détailler un peu plus en avant. Merci Karim. Eric, même un premier commentaire sur le choix du sujet en général et sur l'illustration, si vous voulez aussi. Écoutez, déjà très belle introduction. Je félicite également Logismed et Cyberada pour l'organisation de ce salon et pour sa 10e bougie. Merci à Si Youssef aussi pour l'invitation à ce. Concernant l'omnicanalité, je pense qu'elle est d'autant plus d'actualité après cette période Covid. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, on l'a vu, pendant le Covid, tout s'est arrêté. Et heureusement qu'on avait également des ventes et des possibilités d'action sur le digital, parce qu'effectivement, sans ça, ça aurait été un peu catastrophique. Et en même temps, durant cette période Covid, on s'est aussi rendu compte que les relations humaines étaient relativement importantes.
Et donc, pour moi, en tant qu'acteur du transport et de la logistique, donc relation de service, je pense qu'effectivement, cette omnicanalité est essentielle parce que ça permet effectivement aux clients de nous contacter de la façon qu'ils souhaitent, soit par téléphone, soit par mail, soit par en visite sur une de nos agences ou par les moyens digitaux qu'on met à sa disposition. Donc effectivement, très bon sujet. Et j'espère que durant ces débats, on va pouvoir tous un petit peu se challenger sur l'idée et que l'ensemble de l'Assemblée, on ressortira un peu plus enrichi. Voilà, merci. Merci Eric. David, même question. Première réaction. Eh bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Je vais vous relater en fait ce qui m'est arrivé hier pour essayer d'illustrer mes propos. Moi, en fait, je suis venu au Maroc hier avec Air France. Alors, c'était pas le Père Noël, parce que depuis hier, je ne sais pas où est ma valise. Voilà. Et donc, quand on parle d'omnicanalité, on parle d'exigence. Je peux vous assurer que les 20 personnes qui étaient comme moi hier au comptoir d'Air France à minuit, voilà, le collaborateur d'Air France, c'était très dur pour lui. Le niveau d'exigence avec l'omnicanalité, il est extrêmement élevé. On n'est plus habitué, effectivement, à vivre ce que j'ai vécu hier. Et je vais rebondir sur les propos d'Éric. Quand vous n'avez pas le Père Noël, qui, grâce à un certain nombre de solutions, notamment, on va parler peut-être beaucoup de technologies aussi autour de l'omnicanalité, il faut des hommes. Et depuis hier, je peux vous assurer que j'ai rencontré beaucoup d'hommes, des organisateurs, et qui sont démenés pour me trouver une chemise. Voilà, je le dis de manière un peu en boutade, mais voilà, le niveau d'exigence de l'omnicanalité, je pense que ça, c'est ce qui, pour moi, en tout cas, au regard de l'expérience que j'ai vécue hier, c'est ce que je voulais passer comme message, et que malgré toutes les solutions technologiques qui peuvent exister, je pense qu'il y aura toujours une place très importante pour les hommes et donner de la résilience à l'omnicanalité. Voilà. Merci David. Patrick Romor. Merci également pour l'invitation. Alors, évidemment, c'est un bon choix. L'omnicanalité, c'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous anime dans le monde de la logistique depuis une petite dizaine d'années. Ça a tout changé en fait. Pendant 40 ans, le retail, il est resté figé. Nous tous, consommateurs, eh bien, on allait faire nos courses dans nos magasins. En fait, on préparait des commandes et on assurait la livraison à domicile. Sauf qu'aujourd'hui, dans un monde omnicanal, on s'attend à ce que la supply chain, la logistique, soit organisée pour que nous puissions passer notre commande d'où on veut, avec le support qu'on veut, que ce soit notre téléphone, notre PC, etc. Et que derrière, comme par magie, le colis arrive. Et on espère que c'est le bon. Après, ça a généré plein de choses. Ça a généré notamment les retours. Monsieur Tazi, vous parliez de l'omnicanalité dans le textile. Punaise, la gestion des retours dans le textile, c'est quelque chose d'incroyable. Ça va jusqu'à 40% des commandes. Personnellement, quand ma femme me commande des chemises sur Internet et que c'est une nouvelle marque, pour une chemise, elle en commande 4. 2 tailles, 2 couleurs. En général, on en renvoie 4 ou 3. Un nouveau geste dans le monde de la logistique. Donc, oui, excellent choix parce que les bouleversements ont été totaux et nous mobilisent tous au quotidien. Très bien. Peut-être, si Youssef, juste un dernier mot peut-être pour clore ce premier tour de table. Vous avez excellemment bien introduit le sujet. Peut-être votre avis sur l'illustration. Est-ce que le Père Noël a raison et surtout ChatGPT a raison de dire que Portnet est l'assistant magique de ce personnage féerique? On lui a posé en fait, la semaine dernière. On est en train de travailler sur un sujet sur ChatGPT exactement en fait, pour introduire toutes les formalités, introduire toutes les formalités relatives au commerce extérieur, relatives à la réglementation dans cet outil-là pour pouvoir avoir un outil, un chatbot pour répondre aux différentes interrogations de nos clients et de nos opérateurs. Et on lui a demandé en fait de donner une explication de Portnet pour un enfant de 12 ans. Il a répondu la même chose. C'est en fait un moyen pour distribuer des cadeaux en utilisant des bateaux et des conteneurs et en ayant en fait un moyen très facile à utiliser pour que c'est en amont de la vente que les fournisseurs, que les clients, que les logisticiens puissent réaliser leurs formalités d'une façon très, très simple, très fluide. Cela va leur permettre de traiter les clients d'une façon plus fluide également.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces premières réactions. Écoutez, nous allons attaquer directement. Du coup, la première question, c'est autour de l'omnicanalité. J'aimerais que chacun de vous puisse nous l'expliquer dans son contexte. Et on commence d'abord par les avantages. En quoi cette omnicanalité est bien dans votre contexte, pour votre entreprise et pour votre business? On commence par vous, Sikalim. Moi, je voudrais parler un peu rapidement de contexte. On est évidemment en Afrique, si ce n'est le pays le plus avancé en termes à la fois d'industrie, d'environnement des affaires, de commerce extérieur. Tout ça, ça crée un écosystème favorable au développement d'activités nouvelles. L'omnicanalité, en ce qui concerne Marwa a toujours regardé, toujours voulu comme une enseigne avec des standards internationaux. Elle est déjà internationale depuis longtemps, elle est présente dans plusieurs pays. Et donc l'omnicanalité, pour nous, c'était une évidence. C'est une évidence à plusieurs titres. D'abord, on ne peut pas concevoir aujourd'hui une grande enseigne, une marque qui ne dispose pas de commerce, de e-commerce en plus de son commerce physique. C'est fondamental. Ensuite, on se rend compte dans l'omnicanalité en observant l'Europe que même les enseignes, les DNVB, par exemple les Digitally Native Vertical Brand, des enseignes qui sont nées pour être vendues exclusivement en e-commerce, très rapidement, elles ont compris, pour certaines contraintes nouvelles, notamment le coût d'acquisition des clients qui s'est élevé, qu'il était fondamental d'avoir aussi du commerce physique. Donc, les deux modèles existent. On part du commerce physique pour aller vers le e-commerce, on part exclusivement du e-commerce et on intègre le commerce physique. Donc, l'omnicanalité, c'est une évidence. Ensuite, quand on regarde les chiffres du commerce online, dans mon secteur d'activité, dans le monde, c'est de 20 à 40%. 40%, c'est plutôt le côté Asie, mais alors, ici, on n'en est pas encore là au niveau de ces chiffres, mais on ne peut pas ignorer tout ça. Donc, tout ça, pourquoi? Et de manière très concrète aujourd'hui, nous, dans notre business model, on produit des petites séries. C'est le monde du fast fashion pour rester compétitif face à des gens qui sont plus grands que nous. Parfois, il faut le dire clairement, face à l'informel, ici, on est dans l'obligation de produire des petites séries renouvelées. Et donc, la gestion et l'optimisation des stocks, c'est de là d'où vient notre compétitivité. Et c'est vrai que l'omnicanalité permet de trouver le client là où il se trouve, de lui offrir la capacité d'acheter l'article, le bon produit, au bon endroit, au bon moment. Il rentre en magasin, il ne le trouve pas, s'il l'aime vraiment, il va consulter le site, il va le trouver, etc. Donc, c'est un avantage aujourd'hui, c'est une évidence, peu importe le coût. C'est clair que la montée en charge du e-commerce est en train de se faire doucement au Maroc. Mais le modèle d'omnicanalité, il reste incontournable. Super, merci. Eric, ton DG DB Schenker, c'est quoi pour vous l'omnicanalité et quel avantage tirez-vous de cette tendance ou ce phénomène? Alors pour moi, l'omnicanalité, c'est avant tout la satisfaction client, lui donner un certain nombre d'agilité, d'interagir avec nous. Et même si les deux concepts sont légèrement différents, je verrais une certaine similitude dans mon activité entre l'omnicanalité et le one-stop shop. Le one-stop shop, en tant qu'entreprise de transport, on peut servir les clients pour la route, pour l'aérien, pour le maritime, pour la logistique. Mais en plus de conserver ces silos traditionnels, on a réussi à monter également des offres qui sont transverses à ces silos. Par exemple, pour des imports au départ d'Asie, plutôt que de faire de l'aérien pur ou du maritime pur, on peut faire du rail qui monte par exemple jusqu'en Allemagne, redescendre en route sur le Maroc. Pour des volumes un peu importants, étant donné que les capacités cargo du Royaume sont parfois limitées, faire des avions cargo avec notre hub à CDG et redescendre aussi en route. Voilà, donc l'omnicanalité, c'est ça. Pour moi, c'est la transversalité. Un autre exemple, c'est nous, l'interaction qu'on peut avoir avec nos clients, l'omnicanalité, la satisfaction client. Donc, c'est toutes les interactions que le client peut avoir avec l'entreprise. Donc, si on décrit le process pour une entreprise de transport, le client, premièrement, il va demander des renseignements, c'est une première interaction. Deuxièmement, il va demander une demande de cotation, une deuxième interaction. Ensuite, il va demander effectivement un suivi, il va demander une réservation,
si la cotation le satisfait. Ensuite, il va demander un suivi de son opération. Il peut demander la preuve de livraison. Et puis peut-être, quelques mois après ou quelques semaines après, il peut demander également des statistiques, donc extraire des KPI. Et aujourd'hui, avec tout le développement de tout ce qui est écologique et bilan carbone en Europe, ils peuvent même nous demander également des bilans carbone en ligne. Donc la transversalité, c'est ça, c'est-à-dire pour toutes ces interactions, le client peut soit venir nous voir dans une agence Schenker, soit nous passer un coup de téléphone, soit nous envoyer un email et éventuellement aller sur notre site internet pour faire un certain nombre d'opérations. Alors aujourd'hui, toutes les opérations ne sont pas encore mises à disposition pour le périmètre Maroc. Ça fonctionne déjà côté européen, notamment du booking, du pricing, ainsi de suite, ça fonctionne. Au Maroc, ça va venir. Au Maroc, on peut déjà faire du scheduling, savoir, par exemple en ligne, si j'ai un colis à prendre dans un code postal, un pays, l'emmener à notre code postal à un autre pays, ça permet de décrire effectivement le process et de renseigner le client, et ça permet également aujourd'hui de faire de la traçabilité. Donc oui, l'omnicanalité est essentielle, et en avantage, ce que je peux voir aussi, pour répondre à la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on a des horaires d'ouverture. Et avec une omnicanalité, dans une société de service, le client peut avoir tout un tas d'éléments en dehors des horaires d'ouverture de l'agence. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et puis, dans toute agence, dans toute entreprise, dans les vôtres, vous avez également des capacités limitées. Si vous avez, par exemple, un service client où il y a 5 personnes, possiblement, ils peuvent répondre à 5 clients en même temps. Et si on utilise des outils digitaux, c'est quelque part illimité. Et si on arrive à mettre toutes les relations clients d'un point de vue digital, selon la préférence du client, on peut contacter, renseigner une dizaine, une vingtaine, une centaine de clients en même temps avec nos outils. Voilà. Super. Merci Eric. Tu as parlé de One Stop Shop. Du coup, Youssef, vas-y, j'aimerais bien t'entendre aussi sur comment Portnet, finalement, en tant que guichet unique du commerce extérieur, surfe sur cette tendance. En fait, comment Portnet contribue à proposer cette omnicanalité à son écosystème? En fait, Portnet en tant que guichet unique, en fait, s'efforce à suivre les tendances. Juste à côté. À suivre les tendances. Et bien sûr, l'omnicanalité, c'est quelque chose qui commence et qui va être de plus en plus demandé par toutes les parties prenantes, que ce soit les distributeurs, bien sûr les enseignes, par rapport à tous les acteurs en fait, du commerce et tous les opérateurs économiques. Donc, et pour répondre à cette tendance-là, nous proposons en fait plusieurs stratégies pour y répondre, notamment en fait à travers cette plateforme Portnet. Donc déjà, en fait, on parle d'une transversalité. Donc c'est une plateforme qui transverse, qui permet en fait de relier en fait et de faire collaborer un ensemble de parties prenantes nécessaires pour réaliser ces opérations. Quand on parle d'une vente actuellement en e-commerce, on peut y voir une opération interne. Mais derrière, il y a toujours un sourcing qui va être à l'international, une gestion de stock, une gestion en fait, de partenaires ou d'acteurs qui vont y contribuer, que ce soit des douanes, des autorités en fait, de réglementation et autres. Donc, le transport, la logistique, que ce soit maritime, terrestre, aérien. Donc, nous, à travers cette plateforme-là, on veut donner en fait, un guichet unique pour l'ensemble des participants à ces opérations et en leur donnant également la possibilité de servir dans cette transversalité le client d'une façon plus fluide, plus sereine, en gérant correctement les stocks, en ayant en fait une certitude par rapport aux délais, par rapport aux coûts. Donc tout ça, c'est à travers cette plateforme-là, cette transparence et cette collaboration entre les différentes parties prenantes. L'objectif, c'est de fluidifier encore plus le passage des biens, des marchandises, du transport, de la logistique d'une façon plus, on va dire, certaine, rapide et bien sûr plus transparente pour l'ensemble des parties prenantes. Dont l'objectif est bien sûr de servir le client final qui maintenant veut ses produits rapidement, au moment voulu
avec la qualité qu'il veut, avec un service impeccable, un service en fait exceptionnel pour pouvoir en fait bénéficier du produit le plus rapidement possible. Très bien. Écoutez, merci à vous trois. Donc moi j'ai noté, l'omnicanalité est une évidence. L'omnicanalité cherche à satisfaire le client, elle propose une certaine transversalité, il y a certaine transparence aussi qui est proposée. Je m'adresse à vous, David et Patrick, en tant qu'experts de la logistique. Comment expliquez-vous finalement cet engouement et cet intérêt à l'omnicanalité? Vous pouvez commenter ces avantages-là et peut-être en proposer encore d'autres. Vas-y, David. Premier point, je ne vais pas être redondant avec ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterai la chose suivante. Aujourd'hui, une entreprise omnicanale, ça lui donne un avantage significatif parce qu'elle peut capter ses clients. C'était très bien dit tout à l'heure. Avant, vous alliez dans un magasin, vous ne trouviez pas la chemise, vous allez chez le concurrent. Aujourd'hui, quand je suis dans une entreprise omnicanale, je peux rester dans cette entreprise, elle peut m'offrir via d'autres moyens un accès à l'offre. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la captation client. Et vous le savez, pour ceux qui sont dans le business, perdre un client, ça coûte très très cher d'aller le rechercher. Le garder, ça coûte beaucoup moins cher. Donc l'omnicanalité, il y a vraiment cette notion de dire comment je rends captif le client. En outre, deuxième élément qui me semble important, c'est que l'omnicanalité fait bouger les business models. Aujourd'hui, je vais parler de data, je pense qu'on y reviendra dans la discussion. Plus j'ai un client omnicanal, plus ce dernier partage des data avec moi, plus j'accumule de data. Ces data aujourd'hui, elles sont monétisables. En tout cas, alors, je ne sais pas toutes les règles qui existent au Maroc, mais en tout cas, les data aujourd'hui sont monétisables. Monétisables, ça veut dire qu'elles vont pouvoir se revendre. Si on prend l'exemple de Walmart, vous connaissez, je pense tous, le grand distributeur américain Walmart, il a annoncé il y a quelques semaines que 25% de ses revenus, dans les 5 ans, seront générés par la vente de données qu'il accumule grâce à effectivement un modèle omnicanal. Donc ça, je pense qu'aussi, c'est un changement qui est paradigmatique qui est en train de se passer sur les business models. Alors, c'était sur la data. De manière, un deuxième exemple peut-être avec Nike. Si on prend l'histoire de Nike, qui était un fabricant de chaussures, qui est devenu un pur marketeur, il ne fabriquait plus rien, il inventait globalement les thèmes des chaussures. Aujourd'hui, il se réapproprie la distribution. Aujourd'hui, Nike se réapproprie la distribution, il ouvre des magasins dans lesquels il veut que ses clients vivent une expérience immersive unique et avec un niveau de service, notamment l'hyper-personnalisation de ses produits. Vous voyez, Nike, qui faisait plus que du marketing, est devenu un distributeur. Ce que fait aussi Apple, si je prends un autre exemple, qui était un producteur entre guillemets de matériel informatique. Et maintenant, vous allez dans un magasin Apple, ce n'est pas du tout ce que vous vivez comme expérience. Donc voilà, revisite des business models, nouvelle opportunité autour de la data et capter le client. Super, captation client et data monétisée. Patrick. Ouais. Alors moi, je vais faire juste un pas en arrière, si vous voulez bien. J'aimerais juste rappeler que l'omnicanalité, oui, c'est plein d'opportunités, mais c'est quand même né d'une contrainte. En fait, si vous remontez un peu en arrière, au début était Amazon. Au début étaient des pure players e-commerce qui sont venus chatouiller des pure players, on les appelle brick and mortar en anglais, donc des gens qui avaient des magasins. Et en fait, c'est parce qu'ils sont venus les chatouiller, leur prendre concrètement des parts de marché, que l'omnicanalité, alors au début, elle était multicanale, puis elle est devenue omnicanale. Mais au départ, c'est défensif. L'omnicanalité, au départ, c'était offensif. Et le génie de l'homme, c'est d'avoir fait d'une défense quelque chose où il y a une opportunité. Et oui, on réinvente le parcours client dans le monde de l'omnicanal. Tu donnais des exemples tout à l'heure, je vais en rajouter un, moi c'est Sephora, pour y avoir bien contribué. Et en fait, Sephora a transformé ses magasins en lieu d'expérience. Chez Sephora, aujourd'hui, on ne vient plus acheter du maquillage ou du parfum, on vient essayer. On vient vérifier quel est le bon maquillage pour notre... Et on se fait maquiller par des expertes, okay, où on vient choisir son parfum. Mais on part rarement avec. Et d'ailleurs, dans les magasins Sephora, de plus en plus, on vous encourage de vous faire livrer à la maison. On vous montre sur tablette l'étendue de la gamme et derrière, on vous dit, vous revenez chez vous et vous serez livré dans la journée ou demain. Ils ont complètement réinventé le modèle.
Et puis ensuite, il y a quelque chose dont on ne parle pas et qui me paraît essentiel, moi. L'omnicanal, ça a créé aussi des opportunités dans d'autres métiers. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en omnicanalité, il faut 100 000 mètres carrés d'entrepôt. Et qu'en fait, il faut 3 fois plus de mètres carrés dans un monde omnicanal d'entrepôt qu'il ne faut dans un monde traditionnel de brick and mortar. Et donc, vous avez tout un métier qui s'est développé, qui s'appelle l'immobilier logistique, qui s'est développé grâce à l'omnicanal et grâce à la transformation de la digital. Et derrière, l'argent mondial s'est déversé dans l'immobilier logistique. Je vous donne 2 chiffres encore qui sont pour moi frappants. Les fonds d'investissement dans le monde, avant, consacraient grosso modo 50 dans l'immobilier d'entreprise, 50% de leurs fonds pour le bureau, 25% pour le retail et 25% pour les autres actifs, dont l'entrepôt. Aujourd'hui, c'est 25% logistique, 25% bureau, 25% retail, 25% autres. Aujourd'hui, c'est Blackstone qui a monté un fonds pour investir dans l'immobilier de 40 milliards de dollars, dont 40% seront dédiés à la logistique dans le monde. Donc 12 milliards de dollars. Pourquoi ? Grâce à l'omnicanal. Donc l'omnicanal, une gigantesque opportunité pour les entreprises pour réinventer le parcours client, oui, mais également une gigantesque opportunité pour plein d'autres secteurs. Et je ne vous parle même pas du conseil, parce qu'en fait, il faut vraiment aider nos retailers à faire cette transformation. Donc, beaucoup de positifs. Très bien, Patrick. Bah, écoutez, merci à vous tous. Donc, on voit très bien, effectivement, il y a pas mal d'avantages. Donc, bon, qui dit avantage, effectivement, dans l'historique, tu as parlé qu'on était dans le défensif, on a transformé en opportunité. Donc, bien sûr, derrière les mots avantages, opportunités, les défis. Donc, comment, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des défis. Nous allons refaire encore un tour. Commençons par vous aussi, Karim. Quels sont aujourd'hui les défis que pose finalement cette omnicanalité ? Je suppose que votre supply chain a dû se transformer pour répondre effectivement à cette évidence. Donc allons-y, partageons-nous ces défis et comment vous avez pu le surmonter. On va voir avec les autres messieurs aussi ce qu'ils proposent. C'est Karim. Alors évidemment, Marwa a été monté sur le modèle unique des magasins pendant très longtemps. Et déjà, on avait une supply chain extrêmement agile, puisque entre le moment où on design un modèle et le moment où il rentre en magasin, il se passait 2 semaines. Et c'était en soi notre principal avantage compétitif. D'ailleurs, sur ce sujet aujourd'hui, le monde du retail a été bouleversé par certains acteurs qui, grâce au e-commerce, aujourd'hui peuvent développer un prototype. Il y a même un cas extrême d'un acteur anglais qui a copié un modèle d'une grande star américaine en quelques heures. En quelques heures, ils ont fait l'échantillon, ils l'ont mis en vente sur Internet et les prises de commandes là, on est dans les prises de commandes ont commencé. Donc, il faut être évidemment en capacité de livrer rapidement parce que les clients ne vont pas attendre. Mais on voit la révolution. C'est-à-dire que Zara, qui est le modèle de fast fashion, est devenue une entreprise extrêmement lente à côté de ces acteurs. Donc, il faut beaucoup d'agilité dans la supply chain. Il faut aussi travailler sur la coordination des différents canaux. Aujourd'hui, l'avantage, encore une fois, majeur pour une boîte comme Marwa, c'est d'optimiser ses stocks. Si je crée un stock pour le e-commerce, un stock pour il y a un danger majeur. Il faut être en capacité de se dire, quand j'ai une commande, d'où qu'elle vienne, il faut que j'exploite le stock le plus approprié. Donc, il faut coordonner l'entrepôt central, les magasins. Les stocks des magasins peuvent être utiles aussi pour le e-commerce. Évidemment, tout ça, ça a un gros impact sur les ressources. Il y a plein de sujets sur lesquels au Maroc, on est très compétent. On forme aujourd'hui des logisticiens de grande qualité. Il y a des sujets sur lesquels on a encore, quand on est dans une industrie créative, on a encore des efforts à faire. C'est compliqué de trouver des mannequins, des photographes, des marketeurs digitaux dans la mode qui savent créer des univers parce que la communication dans la mode, si elle n'est pas extrêmement qualitative, elle peut être contre-productive.
Il y a aussi des défis sur la gestion des données et de la sécurité. Avec l'omnicanalité, il faut s'assurer que la gestion des données est sécurisée et qu'on respecte une réglementation qui devient de plus en plus compliquée, d'ailleurs chaque année, et qui augmente les coûts d'acquisition des clients. Voilà un ensemble de défis auxquels, évidemment, toutes les entreprises qui veulent passer d'un modèle de distribution offline à un modèle omnicanal sont contraintes d'appréhender. Qu'est-ce que vous proposez justement, ou bien quel chantier vous avez peut-être lancé pour essayer de surmonter ces défis? Est-ce que juste déjà de les identifier, c'est déjà un premier pas, ou est-ce que vous êtes allé un peu plus loin? Non, c'est clairement aujourd'hui des chantiers très avancés chez nous. On n'est pas, ce que j'évoque, ce ne sont pas les chantiers sur lesquels nous sommes, c'est des chantiers sur lesquels nous sommes avancés. Maroua, pas complètement omnicanal au sens où on le voudrait, mais elle est déjà multicanal, elle a à la fois du e-commerce et évidemment tous ces chantiers-là sont bien avancés. On pourrait les accélérer, effectivement. Ce qui, pour être très honnête, la vraie contrainte, c'est que le chiffre d'affaires du e-commerce est encore très très faible dans notre activité mode au Maroc, et donc on attend d'accélérer peut-être notre développement à l'international pour accélérer les investissements dans l'omnicanalité. Très bien, merci Karim. Eric, une question. Les défis majeurs que vous rencontrez dans votre contexte et aussi les solutions en fait, que vous entreprenez pour les surmonter. Écoutez, concernant les défis, je vois deux types de défis. Déjà, un défi interne à l'organisation et un défi externe. Donc, on va commencer par le défi interne. Le défi interne, quand on parle d'omnicanalité, on parle d'expérience client, de parcours client. Et mon entreprise, les vôtres, je pense qu'elles sont toutes organisées en silos. Donc, effectivement, vous avez, par exemple, les function units, commerce, communication, marketing, finance. Vous avez les business units, ce qu'on appelle la production. Donc, moi, dans mon activité, c'est la route, l'aérien, le maritime, la logistique. Et quand on veut une bonne expérience client, une bonne omnicanalité, il faut que le parcours client soit le plus fluide et le plus transparent possible. Et donc, ça vient à faire travailler ensemble des silos qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Quand on demande dans une entreprise qui est le monsieur expérience client, il n'y a pas de poste réel, donc c'est un petit peu tout le monde. Donc, c'est encore une fois comment on construit cette transversalité. Donc, ça nécessite, pour pouvoir travailler dessus, beaucoup de temps homme, avec des gens qui connaissent le sujet, donc de monter des équipes de projet avec des équipes issues des différents départements, et puis également un investissement informatique quand même relativement lourd, parce qu'il y a également pas mal de développement derrière. Donc ça, c'était pour le défi interne. Le défi externe, je dirais que c'est un problème de temporalité. Je m'explique. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à quelque chose qu'on appelle la protection des données personnelles. Donc, il y a une très bonne chose. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'informations digitales qui sont traitées et il faut réussir à les préserver, nous, en tant qu'individus, également pour nos sociétés. Et donc, il y a des organismes qui se sont mis en place. Ça s'appelle RGPD en Europe, ça s'appelle la CNDP ici au Maroc. Et je pense que quand le législateur a prévu un certain nombre de règles, il n'a pas anticipé le fait que la technique allait se développer réellement rapidement. Si je prends par exemple la protection des données personnelles, je pense que le législateur, notamment à l'époque lors de la CNDP, quand on parle de définir les lieux de stockage et comment sont stockées les informations dans l'entreprise, il pensait, tiens, l'entreprise a un serveur, il stocke ces informations chez lui, c'est un service internalisé. Or, pour des sociétés comme les nôtres, on utilise des systèmes web. Les systèmes web, généralement, les groupes signent des accords avec les GAFA. Donc Amazon, Google, ainsi de suite. Et il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, Amazon, tout à l'heure on parlait de vente en ligne, ce n'est pas la vente en ligne qui leur apporte le plus d'argent. Aujourd'hui, c'est une filiale qui s'appelle AWS qui gère effectivement du stockage de données. Et il y a même des années où Amazon Retail est en perd de l'argent.
et ils gagnent de l'argent avec le stockage de données sur les clouds. Et donc, on avait essayé, donc il y a un an à peu près, on a fait appel à un avocat pour avancer sur un sujet particulier qui s'appelle un chatbot. Un chatbot, c'est un robot qui peut effectivement communiquer avec les clients. Et donc, les clients, on avait envisagé, ça existe en Europe, de mettre à disposition cet outil des clients marocains et donc de pouvoir communiquer avec le client. Où en est mon expédition? J'ai besoin de renseignements sur tel ou tel transport. Et le robot répond d'une façon automatique. Donc, c'est très fluide pour le client. Ça évite d'attendre au téléphone. Il peut demander des renseignements la journée, le soir, ainsi de suite. Et donc, quand l'avocat est revenu vers nous avec les documents nécessaires pour la CNDP, il y avait plusieurs éléments. Un des premiers éléments, c'était effectivement les infrastructures, des éléments techniques sur les infrastructures du lieu de stockage. Et donc, quand vous essayez de demander à Amazon, à Google, ces éléments, c'est plutôt du confidentiel, donc c'est assez difficile. Et un autre élément, où là, c'était carrément impossible, dans les pièces à donner à la CNDP, il y a la carte d'identité ou le passeport de la personne légale responsable du stockage des données. Bon courage pour récupérer les cartes nationales de Jeff Bezos. Donc voilà, donc une difficulté entre guillemets, je pense, de temporalité. Alors il n'y a pas qu'au Maroc, ça se passe, on est confronté à ça dans d'autres pays à travers le monde. Donc un problème, je pense, le défi, c'est un défi extérieur aussi, avec une avancée des technologies qui est très très rapide, et le temps du législatif, qui est le temps du législatif. Voilà. Très bien. Bon, beaucoup d'agilité, coordination des canaux, optimisation des stocks. J'ai entendu les RH, on en a, mais il en manquerait. La réglementation, la sécurité, les silos, effectivement, éventuellement un fonctionnement en silo, et enfin peut-être ce business-là, ce n'est pas forcément celui qui génère le plus de revenus. Bon, ça c'est effectivement quelques défis qu'on a cités. On verra tout à l'heure avec les experts quelles solutions qui pourraient être envisagées pour les surmonter. Mais avant ça, si Youssef, que pensez-vous de ces défis et en quoi finalement Portnet peut contribuer à les surmonter? En fait, moi, quand j'entends ces défis-là, c'est ce qu'on a également au niveau de Portnet. Quand on parle de défis en fait internes et externes, quand on parle d'interne, en fait, l'entreprise doit avoir bannir un peu les silos au sein de l'entreprise pour pouvoir servir le client d'une façon plus efficace entre commercial, marketing, production et logistique, supply chain. Donc, c'est la même chose dans l'externe. On a besoin d'avoir une expérience également pour servir nos clients, d'avoir également une expérience, on va dire, omnicanal avec nos partenaires, donc nos fournisseurs, formalités et autres. Donc, pour moi, c'est également bannir les silos en externe. Donc, ces défis-là, c'est ce qu'on essaie de traiter également au niveau de Portnet pour donner à nos opérateurs économiques une plateforme qui leur permette en fait de réaliser leur opération d'une façon en fait plus efficace en entrant en relation avec l'ensemble des parties prenantes, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Et bien sûr, on essaie également d'inventer de nouvelles façons de travailler au niveau de ces outils-là à travers des interfaces plus conviviales, avec une expérience utilisateur plus simple, pour également en fait bénéficier également des avantages que ces opérateurs économiques veulent donner à leurs clients. En parlant de chatbot également, on travaille sur ces éléments-là pour donner en fait la possibilité aux opérateurs économiques d'avoir des informations sur leurs opérations, sur la façon avec laquelle ils doivent traiter leurs opérations, la réglementation, les formalités, et également d'avoir des retours sur également leurs opérations, par exemple le tracking, la traçabilité, un ensemble d'éléments essentiels pour ces opérateurs économiques pour piloter leurs activités. Ça d'une part. Et d'autre part, il y a également la question de la data. Donc, c'est essentiel, je pense, pour piloter une activité convenablement. Et nous, à travers c'est-à-dire cette plateforme-là, on donne beaucoup de retours d'informations à ces utilisateurs sur
leurs opérations sur ce qui se passe réellement d'une façon opérationnelle pour donner plus de visibilité et un pilotage plus efficace des opérations. Voilà. David et Patrick, on aimerait vous écouter pour vous donner peut-être des défis encore plus. Je sais qu'on a parlé ensemble, on parlait de géopolitique et de culture et pas mal d'autres défis. Je vous invite à les détailler un peu. Donc, à toi, David. Il y a beaucoup de défis. Alors, je vais essayer de... ma position est la suivante. Vous êtes des acteurs, il y en a dans la salle, il y en a sur scène, qui ont vocation à construire l'omnicanal demain pour le Maroc et sûrement en Afrique demain. Donc moi, je viens de l'autre côté de la Méditerranée où on a un petit peu d'avance sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de défis auxquels on fait face qu'on n'avait pas vu venir. Donc l'intérêt, c'est de vous évoquer aussi aujourd'hui ce qu'on est en train de régler, en fait, hein, et qui se règle au fil de l'eau. On a évoqué tout à l'heure la partie data notamment, et Eric me tendait une belle perche, puisque aujourd'hui, il y a un drainage des données. Hein, un drainage, c'est-à-dire qu'il y a des données qui partent, qui étaient dans des pays, et qui partent dans d'autres pays. Ces données, je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui ont une valeur. Cette valeur, aujourd'hui, n'est pas taxable. Donc voilà, j'ai posé les grands thèmes. Hein, donc où va cette nouvelle valeur? Et est-ce que cette valeur, aujourd'hui, il n'y a pas, pour des raisons de souveraineté, une logique à les capitaliser, si on ne les capitalise pas, en tout cas à les taxer? Aujourd'hui, ce sont des vides juridiques existants et il y a effectivement, je pense, un terrain d'aventure pour les gens de cette salle à appréhender ces sujets-là avant qu'ils ne les rattrapent. Parce qu'après, c'est souvent très, très, très compliqué. Je reviens un peu sur ce que Eric a dit. Je pense que ça, c'est un énorme défi pour construire ce que je vais appeler un omnicanal fer, hein, si on reste dans des terminologies anglaises. Un deuxième point qu'on n'a pas évoqué, qui est autour de la RSE, au sens général du terme. Patrick l'évoquait tout à l'heure, hein, on a une explosion de l'immobilier logistique, là aussi un peu au détriment de l'immobilier retail. En tout cas, il y a une forme de compensation qui s'opère. Donc, pour moi, je n'ai pas les chiffres, mais je me dirais qu'il y a peut-être moins de bétonisation, on pourrait le dire comme ça, qui a un avantage. Par contre, il y a une atomisation des flux. Parce que vous allez une démassification, parce qu'on va livrer à la pièce, chez David, chez Hicham, voilà. Et donc là, il y a un vrai sujet, effectivement, de réflexion à porter sur les coûts écologiques qui sont associés à cette omnicanalité. Alors, elle se fait bien sûr sur la consommation des gaz à effet de serre, quand je parle de transport, mais aussi sur les emballages, qui sont un sujet qui vont devenir structurant, hein, puisque si je devais caricaturer, on poussait son caddie, on remplissait le caddie, on partait avec les emballages produits. Là, les produits emballés sont suremballés. Et donc là aussi, qu'est-ce qu'on va faire de ces emballages? Il y a toute une réflexion sur l'économie circulaire qui est, je pense, à engager pour effectivement rentrer dans une omnicanalité durable. Bon, pour moi, c'est deux sujets qui sont, que j'aurais ajouté en termes de défis. Ils concernent un peu moins, enfin ils concernent les entreprises bien entendu, mais ils concernent aussi de manière un peu plus large, j'ai envie de dire, la souveraineté du pays, et je pense que c'est à appréhender. Peut-être un point sur la relocalisation, le phénomène de relocalisation qu'on observe. Alors, on vit dans un monde, je pense que on le vit tous, hein, un monde qui a bougé très très vite dernièrement sur un certain nombre de thèmes. Notamment, on est sorti de la mondialisation heureuse, hein, qui, on va dire, son apogée, c'était en 2001 avec la rentrée de la Chine, hein, dans l'OMC. Et depuis, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui se polarise de nouveau entre deux grands pôles, hein, un pôle à l'ouest, on va le dire comme ça, et un pôle à l'est, avec un pôle émergent qui est l'Afrique, puisque c'est globalement le marché de demain, hein, un pôle qui va exploser. C'est la zone du monde aujourd'hui qui n'est pas en transition démographique, et donc pas de transition démographique veut dire qu'effectivement, c'est là où il y a des consommateurs. Donc on est sur ces trois pôles qui sont en train d'émerger. Sauf qu'on n'est plus, je le disais, dans une mondialisation heureuse, on est plutôt dans une mondialisation qui se tend un petit peu. Et aujourd'hui, on parle notamment en Europe, vous en avez peut-être entendu parler, hein, de relocaliser un certain nombre de chaînes de valeur, parce que durant notamment la crise Covid, on s'est rendu compte qu'on ne maîtrisait pas ce que je vais qualifier des chaînes de valeur structurantes sur du médicament. Et hier, le président français l'évoquait dans une visite dans un laboratoire pharmaceutique. Et donc aujourd'hui, il y a une logique de relocalisation, de régionalisation d'un certain nombre de chaînes de valeur qui vont générer des opportunités, me semble-t-il. Après, la logistique,
il faut être en permanence résilient. Donc il faut toujours observer le macro et le micro. Donc dans le macro, il y a ces grandes données que je viens d'évoquer. Et puis après, même si on regarde au niveau régional, qu'est-ce qui se passe dans la Méditerranée aujourd'hui ? L'est de la Méditerranée aujourd'hui se complexifie. Proximité avec la mer Noire, les problématiques entre la Turquie et puis la Grèce qui sont en train là aussi de se cristalliser, la zone du canal de Suez, etc. Donc la logistique, c'est aussi prendre en compte ces grands changements géopolitiques, les grands changements liés au climat. Je pense que vous avez tous en tête que désormais, ce qu'on appelle le passage du Nord est libéré à peu près 50% du temps de l'année. D'ici à une vingtaine d'années, on pense que ça sera 100% de l'océan Arctique qui sera complètement libéré des glaces, ce qui veut dire que faire Chine pour aller vers l'Europe, si je fais simple, on va dire dans une région que nous connaissons tous, ça va prendre 2 fois moins de temps. Et ça va reconfigurer complètement les routes maritimes. Donc là aussi, quand on est un acteur, je me tourne là plutôt vers Portnet, stratégique en termes de commerce international, il faut appréhender ces éléments-là parce qu'ils vont reconfigurer de manière significative la manière dont vous allez traiter les grandes lignes commerciales. Merci David. Patrick, que pensez-vous de ces défis ? On a parlé de taxe data, moi je trouve ça assez fort. Est-ce qu'un jour on va taxer la data ? On a parlé de souveraineté, les problématiques RSE, consommateur versus citoyen. Donc à un moment, j'ai envie de dire, c'est une certaine schizophrénie. Le consommateur veut des choses très vite, mais en même temps il est conscient de l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement. Cette peut-être fin de cette mondialisation heureuse, comme David l'a appelé. Je te laisse, Patrick, commenter, peut-être rajouter d'autres défis, et aussi peut-être aborder un peu plus les solutions innovantes qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, chez vos clients. Oui, merci. Compliqué de parler après tout le monde, parce que vous avez bien balayé les choses. Je vais vous donner quelques termes de sémantique pour commencer. L'arrivée de la géopolitique dans le monde de la supply chain, c'est quelque chose d'assez récent, comme tu le soulignais. Et on a vu finalement l'évolution du terme. Moi, j'aime bien utiliser des termes qui marquent. Et je vais vous faire un petit bréviaire. Allez, on a commencé par parler d'offshoring. C'était la mondialisation heureuse. Et en fait, c'était génial. Il fallait absolument externaliser et sortir nos usines d'Europe. Et on les a mises le plus à l'est possible. C'était le modèle, finalement, Chine, usine du monde. Bon. Puis après, on a parlé de reshoring. Finalement, on se disait, c'est pas mal de rapatrier, mais on ne savait pas trop où. Donc, on a parlé de nearshoring. Il fallait qu'on rapatrie proche de nous. Et vous avez des choses intéressantes. Le Maroc joue un vrai rôle dans le nearshoring pour l'Europe. L'automobile, l'aéronautique, typiquement, vous êtes un territoire de nearshoring pour l'Europe pour cela. Et alors maintenant, on parle de friendshoring. En fait, on se réinstalle dans des pays amis, dans des pays où on est compatible en matière de géopolitique. Et ce qui fait que Decathlon, par exemple, qui est une entreprise bien, j'allais dire, d'origine française, mais qui est une entreprise globale aujourd'hui, rapatrie ses sites de production, pas en France. En l'occurrence, le premier site qu'ils ont rapatrié d'Asie, c'est en Pologne qu'ils l'ont fait. Donc, cette dimension, elle est nouvelle. Et comme tu disais, les grands flux mondiaux sont en train de changer. Et on croit, nous, chez JLL, qu'on est vraiment sur la fin du modèle la Chine, usine du monde. Alors, la Chine, sa stratégie, c'était Made in China. Maintenant, c'est Made by Chinese. Et ils ont essayé donc de développer les routes de la soie. Ils ont investi des milliards et des milliards, on va dire, de dollars pour essayer de créer ces nouvelles routes. Malheureusement, la géopolitique les a rattrapés. Donc là, on a effectivement un vrai point. Ensuite, j'aimerais rebondir sur le micro et sur l'intervention de Karim Tazi. Pour moi, un des principaux défis de l'omnicanal dans l'entreprise, c'est la visibilité des stocks. Quand on est un retailer, on a construit son système informatique en batch. C'est-à-dire que les magasins vendent dans la journée, pendant l'ouverture du magasin, et le soir, on remonte les ventes, et puis finalement, on remet à jour son stock. Quand vous êtes dans un monde omnicanal, et c'est toute la différence entre les pure players qui sont nés dans le digital et les gens du retail, eux, ils sont nés avec un stock
en temps réel. Amazon connaît son stock en temps réel. Et les systèmes ont été pensés et développés comme ça. Tout le contraire des retailers. Et quand vous changez l'architecture même de votre système d'information, vous mettez votre boîte à risque. Ni plus, ni moins. Et pour moi, le tout premier défi, il est là. Il est là. Avant même l'expérience client, c'est le côté shiny, glossy, etc. Super. Mais pour que ça fonctionne, il faut cette vision des stocks en instantané. Encore une fois, je parle de mon exemple personnel en tant que consommateur. J'utilise le click and collect. C'est tellement facile le click and collect. Donc grosso modo, je passe des commandes sur mon portable et puis je choisis le magasin dans lequel je vais aller le chercher. Mais 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, j'ai une déception. Parce qu'il se trouve que dans le magasin où on prépare ma commande, il y a encore des gens qui font des courses. Et le produit qui était soi-disant disponible au moment où je commande moi, en fait, il y a quelqu'un qui l'a pris. L'idiot. C'est incroyable. Et moi, j'arrive et on me dit, ce produit, finalement, tu ne l'auras pas. On te propose ça. Mais attends, moi, je veux ma marque. Super déceptif pour le consommateur. La disponibilité des stocks en temps réel. Voilà le vrai, pour moi, challenge des retailers traditionnels qui rentrent dans le monde omnicanal. Et comment ils font? C'est quoi un entrepôt intelligent? Alors, avant l'entrepôt intelligent, juste un mot. Hier, on parlait de digitalisation et on a utilisé des acronymes comme on les aime dans ce métier. WMS, Warehouse Management System, TMS, Transport Management System, est arrivé, non pas l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Order Management System. On a rajouté une couche supplémentaire qui se plug sur l'ensemble des systèmes pour avoir de la visibilité. Ceci dit, on parlait d'hommes aussi, s'il n'y a pas la rigueur en magasin, l'OMS, il ne fait pas des miracles. Ce n'est pas le Père Noël. L'OMS, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte de l'info, ok, en temps réel, soit, mais les Anglais disent rubbish in, rubbish out. Okay, donc vous avez beau avoir le meilleur système du monde, le meilleur algo du monde, si vos datas sont mauvaises, la résultante, c'est que vous avez une info de mauvaise qualité. Très bien. Et un dernier point sur la culture. Est-ce que la culture joue un jeu dans tout ça? Les non-cultures sont différentes. La culture chinoise, tout à l'heure, tu as dit made by Chinese. Je pense que c'est évident et on a des taux de pénétration du e-commerce et de l'omnicanal complètement différents suivant les pays. En Europe, le leader, by far, c'est les Anglais. Ils sont à plus de 20% de leur commerce du détail qui est fait en ligne. Quand vous regardez la France, les chiffres varient selon les secteurs. Et en fait, ce qui se vend le plus sur Internet, ce sont les services, ce sont les voyages. Okay, ce n'est pas tant les produits. Le rapport à la culture, c'est par exemple le rapport à la nourriture. Nous, on aime bien choisir, tester, regarder, etc. Et pour ça, on est plutôt proche entre le Maroc et la France. On a besoin de ce contact physique avec le produit qu'on va mettre dans nos assiettes. Et donc, on est très en retard dans les taux de pénétration sur le food, quoi, clairement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces défis. Je reviens chez vous aussi, Karim. Au vu de tous ces obstacles, pensez-vous que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de poursuivre les développements dans l'omnicanalité? À quel prix? On va commencer peut-être par analyser si le jeu en vaut la chandelle. C'est quoi les avantages? Aujourd'hui, en termes de notoriété, c'est difficile d'imaginer une marque importante qui n'est pas de e-commerce. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est un avantage concurrentiel. Vous êtes une marque un peu dans l'air du temps. Un peu si vous avez un e-commerce, vous ne l'êtes pas du tout si vous n'avez pas de e-commerce. Ensuite, ça a été dit plusieurs fois, en termes de parcours client amélioré et donc en termes d'engagement et de fidélité, la capacité à gagner des clients, l'omnicanalité permet de vendre mieux, à défaut de vendre plus. Donc ça, c'est un autre point qui est important. Et puis, il y a ce qu'on espère quand on a, comme moi, investi massivement sur ces sujets-là et sur des sujets qui ont été évoqués à la fois de migration de systèmes d'information qui est très lourde et extrêmement risquée pour l'entreprise, mais effectivement sur des sujets de RH, etc., et pas que, même sur des sujets culturels, des jolies photos, un environnement, etc. On
on se pose la question de la croissance. Est-ce que ça, il y a un potentiel de croissance? Et ça devient, pour être honnête, plus compliqué pour certains acteurs comme moi, quand, par exemple, en Europe, vous avez le coût d'acquisition d'un client qui est de 32 € pour un prix moyen de vêtements vendus chez nous à 15 €. Donc, l'équation, elle est pas tenable. Donc, effectivement, oui, le jeu en vaut la chandelle, mais en fonction des acteurs, en fonction de leur capacité à créer un certain niveau de valeur ajoutée. Et dans l'absolu, pour les autres, moi, vraiment, pour éviter peut-être les erreurs que j'ai commises, il faut investir peut-être de manière prudente et il faut avoir un développement en tout cas de ces investissements, qui tiennent compte de sa réalité économique. Eric, la même question. Est-ce que ça vaut le coup? Écoutez, quand on parle d'expérience client, je pense que c'est intéressant de s'y appliquer, mais effectivement, tout n'est pas rose, comme le disait Tazi. Moi, je vais simplement reciter une étude qui était parue il y a quelques années de ça, une analyse des entreprises de Standard & Poor's, les 500 plus grosses entreprises. Et cette étude, je pense que vous pouvez la trouver sur Internet, qui montrait que les entreprises qui étaient leaders dans l'expérience client, et l'omnicanalité, c'est de l'expérience client, avaient des résultats économiques bien supérieurs aux autres. Donc, quelque part, à un moment ou à un autre, ça finit par payer. Je pense que ça donne effectivement une différenciation, si Tazi l'a dit. Ça permet aussi de fidéliser les clients. Ça, c'est un autre avantage. Ça permet un accès aux services, puisque moi, je suis dans une entreprise de services, y compris quand l'agence est fermée. Donc, un client qui, à 10 h du soir, il dit « Tiens, où est mon colis? Est-ce que je serai livré demain ?» En allant effectivement sur les outils digitaux, il peut effectivement avoir l'information. Ça permet également, quand on arrivera à mettre le chatbot notamment en place, d'éviter les goulots d'étranglement. Un client qui essaye d'appeler un service, tu peux citer l'exemple de ta valise. Oui, tu as perdu ta valise, tu essayes d'appeler 36 000 fois, tu n'as personne qui répond. Et si tu as un autre canal de conversation où tu peux éventuellement avoir l'information, du coup, ça donne aussi de la satisfaction de client. Ça évite effectivement ce goulot d'étranglement. Et il y a un autre élément également qui n'est pas forcément négligeable, qui est effectivement, ça nécessite des coûts d'investissement supérieurs, mais ensuite, ça permet également de gagner en coûts de productivité. On n'en a pas forcément beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui nous demande une opération de transport, qui nous demande une opération de cotation, demain, il y a peut-être un certain pourcentage de clients qui vont les demander en ligne. Il n'y aura pas de traitement humain. Donc, du coup, en termes de productivité et de coûts, c'est important. Néanmoins, la culture, on en parlait, c'est également important. Nous, on a mis en place tout un tas d'outils, notamment pour suivre des colis en ligne, et on informe les clients, et les clients continuent à nous appeler. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent effectivement le contact humain, et je pense que la culture a également quelque chose à voir, mais ça dépend aussi de la maturité du marché. Je pense que ça bougera. Donc, un petit peu de déception aujourd'hui sur l'adhésion des clients aux outils qu'on met à disposition, mais je pense que ce n'est que partie remise. Super. Donc, ce que j'entends de vous deux, c'est ça va finir par payer. Il y a peut-être une petite déception par rapport peut-être à l'engouement des consommateurs, mais en tout cas, si on veut, on doit y aller parce que tout le monde y est, mais avec un investissement prudent. Voilà, c'est ce que je retiens de vos deux interventions. Bon, si Youssef, à présent, j'aimerais qu'on se place un peu, nous tous, un peu à l'avenir. C'est comment voyez-vous l'avenir de la logistique dans le commerce extérieur à l'ère de l'omnicanalité, tout simplement. Là, on veut se projeter un peu plus. Pour moi, c'est très... Je vais revenir un peu en arrière par rapport à des expériences qu'on a eues au niveau de Portet. En fait, on a parlé de Decathlon. Par exemple, Decathlon au Maroc, ils font, en fait, on les voit au niveau de... On a eu beaucoup de contacts avec eux par rapport à la façon avec laquelle ils gèrent leur magasin, les articles au niveau de leur magasin et tout. Et à travers la plateforme que nous avons, comment, en fait, moi j'imagine comment il aurait pu faire cette logistique-là, parce que chaque fois qu'il y a un article qui est vendu dans un magasin, le lendemain il est remis dans le magasin d'une façon vraiment très fluide.
Et il y a également un import parce que les produits sont dans un magasin sous douane, ils doivent sortir, il y a une déclaration qui est faite, il y a des contrôles qui se font et on a le produit le lendemain dans le magasin où il est également disponible dans le e-commerce. Cette façon de faire pour avoir, en fait, pour avoir cette fluidité dans les process, il n'y a pas, il n'y a pas il y a pas de, on va dire, de recette. Il faut que tout soit intégré quelque part, que le client ou le retailleur a la possibilité de réaliser ses formalités en ligne d'une façon plus efficace, plus rapide pour faire en fait ces schémas logistiques vraiment très compliqués et pouvoir servir les clients, parce que le pire c'est que un client qui part dans un magasin ne trouve pas un produit, c'est le chiffre d'affaires qui est perdu pour ce fournisseur. Donc on le voit dans la façon avec laquelle il traite par exemple ses opérations au niveau de Portnet, c'est que c'est du flux tendu. Dès qu'il y a une déclaration, il y a pas mal de contrôles qui se font au niveau de la douane, au niveau de différents organismes, pour pouvoir sortir la marchandise le plus rapidement possible et mettre le produit dans le magasin. Donc, nous, notre vision, c'est qu'on doit accompagner en fait ces changements. Ces changements sont inéluctables parce que la culture change en fait. Avant, les personnes allaient dans un magasin pour chercher leurs produits, devaient essayer, devaient voir le produit. Maintenant, les jeunes sont de plus en plus, en fait, veulent acheter plus rapidement. D'une façon plus digitale. Ils n'ont pas le temps d'aller dans un magasin essayer. Ils veulent le produit rapidement. Au moment où ils le voient sur Internet, ils le veulent. Donc, ils doivent l'acheter. Donc, derrière, c'est des opportunités pour les opérateurs. Donc, il faudrait fournir cette expérience-là la plus rapide possible à ses clients. Donc, derrière, il faudrait s'arranger pour réaliser l'ensemble tout ce qu'il faut. Donc, si on doit importer rapidement. Si on doit transporter rapidement. Si on doit chercher, mettre en fait des procédures, on doit les faire rapidement. Donc tout doit suivre. Et notre vision, c'est très simple, c'est d'intégrer l'ensemble c'est-à-dire de notre communauté, que ce soit au niveau du commerce extérieur, que ce soit de la logistique, de la supply chain, pour pouvoir servir ces schémas qui vont venir dans l'avenir. Et en parlant de l'avenir, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. On voit par exemple, il y a une annonce qui a été faite par Carrefour, où il y a une intelligence artificielle basée sur ChatGPT qui va vous dire qu'est-ce que vous devez acheter. Donc dans l'avenir, ça va changer dans la façon avec laquelle on fait nos courses. Et on doit derrière également changer la façon avec laquelle on travaille, que ce soit dans les entreprises, que ce soit également dans l'ensemble des parties prenantes. Et Portnet, ils vont pousser l'omnicanalité jusqu'à quel point? En fait, pour nous, c'est plus un support pour accompagner tout le monde. Et pour pouvoir accompagner tout le monde, il faudrait en fait qu'on voit ce qui se passe dans la réalité, comment les gens travaillent, comment ils servent leurs clients, et leur offrir les moyens les plus efficaces pour réussir pour réussir en fait ce défi pour les entreprises. C'est ça notre vision. On veut donner de la compétitivité à nos entreprises, donc en leur donnant les moyens les plus faciles, les plus intelligents, les plus intuitifs, qui leur permettent de supporter les modèles business, également logistique et supply chain qu'ils veulent mettre au profit de leurs clients. Très bien. David et Patrick, hein, donc toujours en se projetant un peu à l'avenir et en écoutant un peu les arguments de ces messieurs, on parle d'un investissement prudent, d'un besoin qui est là, mais on veut qu'il se développe un peu plus. Comment voyez-vous l'avenir de l'omnicanalité et sa logistique? Est-ce qu'il y a peut-être un retour en arrière ou on va encore plus pousser dans l'omnicanalité et être encore plus
on va dire, joignable à tout prix, à tout moment. Allons-y. Je ne suis pas Madame Irma, je pense que personne ne l'est d'ailleurs autour de la table, donc c'est toujours très difficile d'évoquer ce qui va arriver. Néanmoins, je vais le dire encore avec ma lecture à moi, puisque l'Europe a un petit coup d'avance. Moi, je ne pense pas qu'on arrête un train en marche. C'est une évidence. Je pense que l'omnicanalité va s'imposer. Et on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, au tout démarrage de la conférence, le législateur rattrape. Hein, on a toujours un temps d'écart entre ce que la technologie apporte, ce que les business en font, et puis le législateur, il se rend compte d'un certain nombre de limites, et à partir de là, il commence à se mettre en marche. Et là, les ennuis commencent. Donc voilà ce que je peux dire, en tout cas en termes de prospective. Je pense qu'il est important, effectivement, encore une fois, d'avoir un œil sur ce qui se passe ailleurs pour se dire, tiens, aujourd'hui, je parlais de la RSE, l'Europe va légiférer à un moment donné. Et donc, il va imposer des normes. Il va imposer des normes à ses propres entreprises, il imposera des normes avec ceux avec qui il travaille. Ça va être sur, je vais dire des bêtises, hein, les gaz à effet de serre, on l'a évoqué, mais les conditions de travail, je pense qu'il y aura un sujet des conditions de travail. On ne l'a pas évoqué dans cette table ronde, mais l'omnicanalité, son mode de comment dire, je ne sais pas bien le formuler, son mode opérationnel, c'est le fameux anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire que quand le client, vous lui donnez cette possibilité-là, c'est-à-dire que toute la chaîne de valeur qui est derrière, elle est anytime, anywhere, any device. Hein. Donc je caricature, c'est-à-dire que sur les conditions de travail aussi des personnes qui sont dans ces milieux-là, il y a sûrement des impacts. Il y en a en Europe, donc je suppose qu'il y en a aussi au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique. Et ça, je pense que ça changera aussi, ça va légiférer. Ça pourrait être sur d'autres typologies de normes. Donc je pense que la norme, il faut avoir un œil dessus. Sinon, les travaux, le retravail est toujours extrêmement coûteux. Donc j'aime bien le fait de dire qu'il faut avancer à petits pas, tout en ayant cette capacité à regarder aussi devant pour intégrer très vite ce qu'on peut intégrer. Et ensuite, j'évoquerai peut-être le fait de... alors, c'est pas plus une aspiration. Ce que je vois du monde de l'omnicanal aujourd'hui, c'est qu'il y a des énormes plateformes qui existent aujourd'hui, transnationales. Donc Amazon, on en a parlé, hein, si on parle du côté États-Unis. Côté chinois, on a WeChat, hein, je pense que vous connaissez, ou Alibaba, hein, c'est de très grosses plateformes aussi, qui sont en train de phagocyter leurs propres écosystèmes d'abord, mais de manière un peu plus large. Il y a Jumia qui est présent, je crois, sur 11-12 pays aujourd'hui en Afrique. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait des plateformes nationales. Hein, je crois beaucoup plus à ça. Je prends l'exemple du Japon avec Rakuten ou la Corée, j'ai oublié le nom, c'est très compliqué à dire. Mais il y a aussi des écosystèmes locaux et je pense que ça donne de la résilience. C'est moins coûteux et c'est meilleur globalement pour nos business et pour la planète. Je vais le rajouter comme ça. Donc j'aspire plutôt à ça. Je ne sais pas si c'est ce qui adviendra, mais c'est plutôt à quoi j'aspire. Donc je ne mélange pas le sujet. Voilà. Super. Alors, moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal, mais quand vous prenez un peu toutes les études qui ont été publiées sur le sujet, on pense que la part du digital de l'omnicanalité sera de 40% dans le commerce de détail, à terme. Et on pense qu'on fera un plateau. Donc, c'est toujours une question de verre à moitié vide et de verre à moitié plein. Les retailers qui n'auront pas fait leur transformation vont mourir. Comme toute révolution, une révolution, il y en a qui perdent et il y en a qui gagnent. Donc il y a des retailers qui ne vont pas réussir cette transformation et qui vont s'arrêter. Et il va y avoir des faillites et il va y avoir des entreprises qui vont s'arrêter. Parce que ce mouvement, je suis d'accord avec toi, il est inéluctable. Pendant des années, on nous a dit qu'on était roi, que le consommateur était roi. On nous a menti. À l'époque, on ne l'était pas. Aujourd'hui, on l'est. Réellement, parce qu'on décide comment on veut commander une fois de plus, on décide où on veut se faire livrer, etc. On est devenu roi et ça, on n'y renoncera pas. C'est pas vrai. Après, je pense qu'on a poussé le modèle très très loin. Je suis comme toi, le citoyen, il réagit un peu. Pour moi, le quick commerce, réellement, me laisse dubitatif. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin en tant qu'être humain en 30 minutes.
Alors, je pourrais être un peu provoque et vous évoquer des idées, mais je ne vais pas le faire ici. Mais sérieusement, de quoi a-t-on besoin en 30 minutes ? Et quand vous voyez les acteurs qui se sont développés dans ce métier, eh ben aujourd'hui, ils ont déjà commencé à se consolider et en fait, ils sont en train de fermer, notamment en France, parce qu'en France, vous avez une mairie qui s'appelle la mairie de Paris, qui a fait de la résistance et qui a dit, vous savez quoi ? Vous êtes en train de me mentir. Vous ouvrez des sites qu'on appelle des dark stores, qui ne sont pas des magasins, qui sont des entrepôts. Et en fait, la législation vous empêche d'ouvrir un entrepôt à cet endroit-là. Donc, on va arrêter les choses, okay, on va réguler. Et ben aujourd'hui, les dark stores en France, ça a consolidé, et ben c'est en train de fermer. Et tout le monde est en train de se désengager les uns après les autres. Donc, c'est aussi un modèle de consommation. Et c'est là où la schizophrénie du citoyen et du consommateur, à un moment, il va falloir que ça se réconcilie et que nous tous, on prenne conscience aussi des dérives de cette omnicanalité. On est roi, oui, mais au point de détruire notre propre royaume, c'est-à-dire notre planète, il y a une vraie question qui se pose là derrière. Je termine sur une note un peu plus optimiste quand même. On a beaucoup parlé de B2C finalement, on parle beaucoup de consommateurs final, etc. Ben, en fait, allez, je vais rester en France. Émile le plombier, il ne comprend pas pourquoi dans sa vie perso, il se fait livrer rapidement, il a la visibilité sur sa commande, etc. Alors que dans son métier, il est encore obligé de prendre sa camionnette, faire 40 km pour aller se fournir, pour aller travailler sur son chantier. Et il se dit, mais pourquoi moi, je n'aurais pas une appli qui me permette de commander sur mon chantier ce dont j'ai besoin et me faire livrer directement sur le chantier. Et en fait, la révolution du B2B est en marche. C'est parti. En fait, ça ne concerne pas que le B2C, ça concerne aussi le B2B, cette transformation-là. Et on est en pleine transfo. Et on a des niveaux de maturité suivant les entreprises qui sont très, très, très importantes. Chez les retailers en France, on est encore en termes de lab, ils essayent. Ça leur coûte des fortunes. Mais ils n'ont pas le choix, c'est défensif. Et ils se disent que pour continuer à exister demain, ils sont obligés de proposer un parcours omnicanal à leurs clients. Donc, ils testent le test and learn, le fameux test and learn. Et la question qui va se poser demain, pour les directeurs supply chain et pour les directeurs d'entreprise, les actionnaires d'une manière générale, c'est et la renta dans tout ça ? Et finalement, chaque canal, à quoi il contribue ? Et ça, c'est la nouvelle question qui arrive. La rentabilité. Oui, le last mile, c'est un défi en soi et c'est complètement lié à l'omnicanalité. C'est ce que je disais sur le ton de la plaisanterie tout à l'heure. Quand on était dans un monocanal, les magasins, ce sont les clients qui faisaient le last mile. Ce sont les clients qui se déplaçaient avec leur voiture sur le parking et qui mettaient les courses dans leur voiture et faisaient ce dernier kilomètre-là. Ça pose des questions de ville et de congestion de la ville. Et là, le Maroc, j'en discute souvent avec Ali Berada. Au Maroc, vous n'avez pas enlevé encore la logistique des villes. La logistique est encore dans les villes, notamment avec les canaux de distribution traditionnels. Alors que nous, en Europe, on a complètement sorti la logistique des villes et aujourd'hui se pose la question de comment on la réintègre. On n'a plus d'immobilier pour le faire, okay, on ne veut plus de camions sur les routes et donc c'est un gigantesque chantier, la logistique urbaine, qui pose des questions de technologie,
qui pose des questions aussi pour moi d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Et en fait, la solution, on la connaît tous, ça s'appelle la mutualisation et la collaboration. Et vous avez des systèmes dans le monde qui fonctionnent très très bien. J'en ai deux que j'ai envie de citer. Le premier, c'est Monaco. Monaco, si vous voulez livrer quoi que ce soit sur le rocher dans la ville, vous êtes obligé de passer par un centre, un seul. Et donc ce centre-là consolide tous les flux amont, les arrête et ensuite déconsolide et livre. Même chose à Regent Street en Angleterre, où vous avez un seul opérateur qui livre toute la rue et tous les magasins de la rue. Vous voulez ouvrir un magasin sur Regent Street à Londres, qui est quand même la rue avec Oxford Street qui marche, mais vous êtes obligé de passer par un seul prestataire. Donc on mutualise les flux, on consolide, et derrière, on est plus vertueux. Pour combiner et intermodalité. En construction de plateforme, vous allez retrouver le fleuve, le rail et le routier, et des micro-hubs qui sont effectivement à l'entrée des villes. Avec, si je prends l'exemple de Paris, par exemple, pour les JO, le fleuve est surutilisé aujourd'hui parce qu'il y a des chantiers gigantesques, vous en doutez, et ben pour apporter les matériaux et récupérer les gravats, enfin tous les déchets associés à ces grands chantiers. Aujourd'hui, ça passe par le fleuve. Donc dès qu'en fait on a ce que je vais qualifier des vieux transports, comme le fleuve qui était complètement abandonné, en ce moment, ils reprennent du poil de la bête, ils sont réutilisés. Une péniche aujourd'hui, c'est à peu près 50 camions. Donc 50 camions de moins sur la route, ça se voit. Ça peut arriver en centre-ville, quand le fleuve est effectivement bien positionné. Et on met en place, c'est notamment Casino, là, une ancienne de distribution qui faisait ça sur Paris, qui livrait en vélo cargo. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être très créatif sur le sujet. Je pense qu'il y a un sujet de créativité et d'utiliser l'ensemble des moyens qui sont aujourd'hui à disponibiliser, et peut-être qu'on a oublié. En tout cas, c'est en train de se passer en ce moment en France et en Europe. Oui, je rejoins exactement ce que tu dis. Je pense qu'il y a également le sujet en France et en Europe, donc, qui est bien entendu de l'immobilier urbain, mais également de ce qu'on appelle les ZFE, les zones de faible émission, qui sont vraiment en train de challenger l'ensemble des acteurs. Et nous, au sein de Schenker, ce dont on croit, c'est effectivement de mettre des espèces de garages dans les centres-villes, des hôtels logistiques urbains qui seraient alimentés par des véhicules, alors demain à hydrogène, aujourd'hui électriques, et on est en train de développer exactement des vélos cargo. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, concrètement, il y a 26 centres urbains en France qu'on livre avec des vélos cargo, avec une capacité quand même de 500 kg par vélo. Donc bien entendu, je vous rassure, c'est des vélos à assistance électrique. Donc c'est un combo de tout ça, ce qui rend la logistique urbaine passionnante et un sujet en tant que tel. Bonjour à tous. Myriam El Aboubi, je suis directrice du cabinet de conseil Axialize. On est une filiale d'Axialize Group, donc
donc une boîte belge qui est spécialisée dans le domaine de la supply chain. Je souhaite rebondir dans la continuité des questions qui ont été déjà posées. Est-ce que ça vaut la peine d'aller vers une stratégie de vente omnicanal? Ce que j'ai retenu, c'est que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées pour les retailers, que ce soit en B2B ou en B2C. Je souhaite pousser la réflexion un peu plus loin en me positionnant en tant que consommatrice quand j'achète en ligne ou je suis dans un magasin et je passe une commande via une tablette à l'aide de la commerciale. Je souhaite dans un premier temps être livré gratuitement, donc c'est un coût pour l'entreprise. Je souhaite avoir de la convenience quand on va me livrer, c'est-à-dire moi je ne suis pas à la maison durant la journée et je souhaite quand même qu'on puisse me livrer à des moments où je pourrais récupérer mes produits, que ce soit dans des box ou autres. Je souhaite avoir de la traçabilité durant la livraison et tout ça, ça a un coût pour l'entreprise. Donc ma question c'est comment aujourd'hui les retailers ils arrivent à s'en sortir et continuer à dégager de la marge au vu de coûts qu'ils doivent soutenir pour continuer à offrir un bon service client. Voilà. Qui prend? Alors, compliqué parce qu'on n'est pas retailer, mais on les conseille. Je vous parlais tout à l'heure de test and learn. En fait, c'est ce qui fait, pour moi, un des secrets de toutes ces startups qui sont en mode scale-up et qui deviennent de grandes entreprises, c'est l'agilité et la capacité de tester vite, rapidement et d'abandonner ou de garder. Et de finalement ne scaler que les bonnes idées qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, les retailers ont essayé d'enlever ce carcan des habitudes et essayent de faire venir des gens qui ont ce mindset, cet état d'esprit du test and learn. Donc j'essaye plein de choses, je sais que je vais échouer plein de fois, c'est pas grave, ça coûte pas très cher et si j'arrive à choper une bonne idée parmi toutes celles-là, peut-être que j'ai de la chance. Après, c'est des plans d'investissement importants et c'est une question de survie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc finalement, les moyens, on les dégage parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et donc la question qui se pose pour eux, et je n'ai pas la réponse, sinon je serais PDG de Carrefour, c'est comment j'arrive à maintenir mes magasins en vie qui continuent, eux, bon an, mal an, à dégager de la marge. Alors de plus en plus compliqué avec l'inflation, hein, cette pression en plus, et en même temps préparer le futur. Donc je ne sais pas s'il y a une réponse unique, mais en tout cas, le test and learn, c'est quelque chose que j'ai vu arriver qui ne se faisait pas avant. Avant, on prenait des décisions stratégiques, on mettait en place des équipes projets et on déroulait. Aujourd'hui, on a plein de bonnes idées, on teste vite et on passe à la suivante le plus rapidement possible. Alors, pour ma part, avant de faire du conseil, donc j'ai fait plein de métiers. J'étais chez Auchan, donc j'ai été un retailer, j'étais sur la supply, j'étais aussi directeur du système d'information. L'histoire l'histoire récente qu'ils ont vécue, les retailers, c'est quoi? C'est globalement au début des années 2000, il y a deux choses qui se passent. Il y a le hard discount allemand qui arrive en France, hein, je prends le cas de la France, et en même temps vous avez Amazon qui vend des bouquins. Donc ce qui a fait très, très peur à court terme, ça a été les hard discounters, parce que c'est physique, ça vient sur votre parking, etc. Donc la focale a été mise sur les hard discounters, et force est de constater qu'aujourd'hui, pour des parts de marché qui sont très importantes en Allemagne ou dans les pays du Nord, hein, qui peuvent aller jusqu'à 40% de parts de marché au hard discount, aujourd'hui en France, c'est à peu près 12%. Donc il y a une contention du monde du hard discount, donc les retailers traditionnels ont plutôt réussi à juguler j'ai envie de dire, la menace du hard discount. Par contre, ils n'ont pas vu venir effectivement le commerce, d'abord le e-commerce, qui est en train de se transformer maintenant en commerce omnicanal. Et pourquoi ils n'ont pas le choix? On l'a évoqué, hein, mais il y a quelque chose d'assez évident, c'est qu'en 2025, les millennials, ils sont majoritaires en termes de consommation dans le monde. Donc eux, ils sont nés en n'ayant pas connu uniquement l'hypermarché. Je fais simple, hein, ou le super, ou la supérette dans la rue. Donc ils sont nés avec souvent un smartphone dans la main, et donc il n'y a pas comment dire, leur réalité c'est celle-là. Et donc il n'y a pas de choix pour les retailers. S'ils veulent continuer à vivre dans ce monde-là, il faut qu'ils aillent effectivement sur cette notion d'omnicanal qu'on appelle aussi phygital, mais ce que fait aussi Amazon. Et Amazon, hein, c'est difficile. Aujourd'hui, Amazon a acheté, je pense que ça fait 5 ans maintenant, Whole Foods,
qui est une grande enseigne aux États-Unis. Alors, sur la taille des États-Unis, c'est l'enseigne Super Bobo. Hein, il n'y a pas 5000 magasins comme Walmart, mais il y a un certain nombre de magasins. Ils n'arrivent pas à les omnicanaliser, je le dis comme ça. Ce n'est pas la success story qu'on voit d'Amazon depuis qu'Amazon s'est créé. Donc, faire de l'omnicanal, c'est compliqué. C'est compliqué pour les retailers. C'est très compliqué pour Amazon. À la différence d'Amazon, c'est que dans son business model, on l'a évoqué tout à l'heure, il ne fait pas que du retail. Sa branche retail perd de l'argent, c'est historique, je crois qu'elle a gagné une fois de l'argent depuis qu'il est ouvert. Mais il y a AWS qui génère des revenus qui sont plus que conséquents, ils sont même mirobolants, et donc il paye ça. Parce qu'il a bien compris que le retail, c'était les données. Quand je sais ce que tu consommes, je sais ce que tu veux demain. Et c'est là-dessus qu'il joue. Et aujourd'hui, Amazon, je pense que tout le monde le sait, aujourd'hui, son sujet, c'est de devenir une plateforme de service global. Hein, il fait des séries, enfin, il fait des voyages, il fait énormément de choses. L'objet, c'est de devenir cette plateforme captive dans laquelle le client va rester. C'est ça son objet. Et c'est l'objet des retailers aussi. Hein. Mais c'est compliqué à faire. Même pour Amazon, c'est compliqué à faire. Mais il a des moyens qui ne sont pas ceux des retailers aujourd'hui. Et les retailers, aujourd'hui, ceux qui sont cotés en bourse ou ailleurs, comme ils ont un peu moins le vent en poupe que les nouveaux arrivants, hein, les nouveaux barbares, parfois on les appelle comme ça, c'est un peu plus facile parce qu'on leur laisse brûler du cash aussi. Ce qu'on ne tolère pas aux retailers historiques. Beaucoup plus compliqué. Très bien, merci. Une autre question? Oui, je ne sais pas si ça marche. Bonjour, Fouad Ryan de l'École centrale Casablanca. J'aimerais, si vous me le permettez, revenir sur les défis posés par la logistique du dernier kilomètre. Vous avez souligné l'importance de la collaboration et de la mutualisation. Alors, on voit dans la littérature, en tout cas scientifique, l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la logistique faite par la foule, le crowd logistique, avec ces deux points que l'on peut reprocher. Le premier, c'est celui de comment garantir la traçabilité si on fait de la logistique par des tiers qui ne sont pas professionnels, et celui de la précarité du travail. Alors, je souhaiterais avoir votre avis sur ces tendances, comment elles se positionnent en Europe, en France en particulier, et comment elles pourraient se projeter pour des réalités qui sont marocaines, caractérisées, comme vous l'avez souligné, encore par une forte présence de logistique en ville. Merci beaucoup. Défi du dernier kilomètre. Pas simple. Excellente question et complexe réponse complexe. Première chose sur l'aspect social, en France en tout cas, on est en train de bouger et on est en train de considérer tous ces acteurs comme des employés et non plus comme des entreprises privées, etc. On est en train de rétro-pédaler parce que finalement, on se dit que c'est de l'esclavage moderne, pour appeler un chat un chat. Donc je pense que cette hyper-souplesse qu'amenaient ces plateformes-là, où grosso modo, pour gagner de l'argent, quand vous faites du Uber Eats, vous êtes obligé de faire au moins 40 livraisons dans la journée, et on vous presse, et on vous presse, et on vous presse. Je pense que ça, en France, c'est en phase de se normaliser et de se réglementer. Okay, et ce qui finalement, vous demandez notre avis, je vais vous donner le mien, c'est une bonne chose parce que ça, c'est une question aussi de concurrence déloyale pour moi, pour des acteurs organisés qui payent leurs chauffeurs de manière correcte, décente, qui leur permettent d'avoir des horaires de travail établis, etc. Donc pour moi, ça rétablit le jeu de la concurrence et c'est une très bonne chose, au-delà du facteur humain. Ensuite, j'aimerais rebondir sur la notion de collaboration. La collaboration, moi, je l'appelle de mes voeux parce que je pense que et la mutualisation, c'est la seule façon de rendre acceptable le retour de la logistique dans la ville et d'éviter les nuisances. Mais c'est un vœu pieux, hein, parce que autant Carrefour et Auchan, ils partagent volontiers les bateaux, ça, il n'y a pas de problème, et depuis toujours. Par contre, partager les camions et partager les camionnettes et surtout partager le stock, ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, la question c'est le stock. C'est en cas de pénurie, c'est Carrefour ou c'est Auchan qui va avoir le produit? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils ont tous les mêmes produits en magasin. Et donc finalement, la collaboration extrême, elle est bloquée aujourd'hui encore par ça, parce qu'on garde des supply chains propriétaires parce qu'on a peur encore de ne pas avoir le produit dans nos rayons. Et ça, on ne l'a pas encore réglé. Et la technologie, je ne sais pas s'il le réglera un jour.
Alors, sur le premier point, il y a 15 jours, je crois que c'est-à-dire de 15 jours ou 3 semaines, il y a l'Europe qui a posé il y a une loi qui est sortie, ou enfin qui va sortir, qui est au Parlement, qui a vocation effectivement de normaliser le travail de ce qu'on appelle la gig economy. Et donc, après les procès de Glovo en Espagne, les procès en Angleterre, même si l'Angleterre fait plus partie enfin, fait toujours partie géographiquement de l'Europe, mais fait plus partie de la communauté européenne. Donc même les Anglais, très ultra-libéraux, ont légiféré dans ce sens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui en Angleterre des gens qui vivent comme on vivait, enfin, ce qu'on appelait les tâcherons au Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous étiez payé à la tâche. Ça n'existe plus en Angleterre. Donc je pense que ce mouvement-là, il est effectivement là aussi réductible. Ça va continuer. Sur la logistique du dernier kilomètre que vous évoquez, donc la logistique de collaboration, il y a un peu la notion, le concept d'Internet physique. C'est-à-dire que j'ai effectivement un certain nombre de moyens logistiques qui sont non utilisés tous les jours. En tout cas, en France, aujourd'hui, c'est en moyenne une voiture, une personne dedans. Donc on transporte du vide. Comment on évite de transporter du vide? Alors, les concepts existent aujourd'hui, notamment universitaires. L'Internet physique, c'est ça, c'est de se dire chaque voiture est une sorte de paquet IP sur un réseau qui porte de la donnée quand on a un paquet IP. Mais quand c'est une voiture, cette voiture, elle peut transporter le covoiturage. Je donne un exemple sur l'île. On parlait tout à l'heure des zones à faible émission. Sur l'île, on va être payé pour ne pas prendre sa voiture ou faire du covoiturage, jusqu'à 80 € par mois. Donc c'est la première ville en France qui fait ça. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation, vous dites d'habitude mon trajet c'est de là à de là, je le prends aux heures de pointe. Si je suis plus présent aux heures de pointe, je vais être rémunéré jusqu'à 80 € par mois. Donc il y a comment effectivement j'optimise, et donc ça fait partie peut-être des moyens. Là, c'est sur de la mobilité de voyageurs, ce que je viens d'évoquer. Est-ce que ça fait partie des moyens sur de la mobilité de produits, de marchandises? C'est peut-être une solution. En tout cas, il y a des réflexions sur ces sujets-là. C'est très complexe à mettre en œuvre. Je pense, moi, que la blockchain pourrait être un outil. La blockchain a d'autres travers, c'est qu'elle peut être consommatrice d'énergie. Donc, il y a d'autres moyens de faire de la blockchain, mais en tout cas, il y a peut-être des solutions là-dessus, puisqu'elle permettrait effectivement de partager les preuves de la donnée et pas les données des uns et des autres. Après, voilà, ça reste très compliqué. Je pense qu'il y a d'ailleurs pour l'universitaire que vous êtes un terrain d'aventure pour nous aider à y voir un peu plus clair. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, je trouve. Je vous parlais du conteneur tout à l'heure, parce que le conteneur, finalement, on a mis les produits dans des boîtes et on transporte des boîtes et c'est assez facile. Et du coup, on partage facilement le bateau. Mais en fait, ces conteneurs, ça y est, on est en train de les créer pour la logistique urbaine. Ils sont connectés, ils sont faits en plastique réutilisable et recyclable à l'infini. On peut avoir des capteurs de température dedans, et finalement, pour les produits à forte valeur, on va pouvoir mettre des produits dans des boîtes complètement hermétiques et finalement, on n'est pas loin des concepts de l'Internet physique. Le test, c'était Moduloshka au départ et Moduloshka est devenu la réalité aujourd'hui. Et donc, c'est parti. En France, en Europe, on commence à voir arriver ce type de conteneur qu'on va manipuler pour le last mile. Et ceux qui vont jouer un rôle déterminant, c'est les prestataires qui vont être justement ces pôles d'attraction. Donc, on a des tendances qui disent ça va venir. Très bien. Dernier kilomètre et dernière question. On prend la dernière. Ça sera la dernière. Bonjour, Yassir Smiris, je suis un entrepreneur dans l'industrie du café. Tout d'abord, merci pour la richesse des informations que vous avez partagées avec nous ce matin. Et en fait, ma question serait de savoir, selon vous, quels sont les atouts dont disposerait le Maroc aujourd'hui, au vu des opportunités qu'on a en Afrique et au vu de la relocalisation de la chaîne de valeur dont vous avez parlé. Quels sont donc les atouts? On a parlé des défis, des avantages de l'omnicanalité. Quels seront, selon vous, les atouts pour le Maroc? Merci. Merci pour la question. Les atouts du Maroc. Youssef, tu vas dire Portnetic, j'espère. C'est Karim. Je pense qu'il y a une actualité, il y a un environnement des affaires en ce moment extrêmement propice. Il y a des projets de grande importance que vous connaissez. Il y a la charte d'investissement qui va aider de manière massive les entrepreneurs qui veulent investir, en particulier et encore plus dans les régions que dans l'axe Rabat-Casablanca. Il y a le fonds Mohamed VI pour l'investissement
qui va être bientôt mis en place, qui va soutenir vraiment tout type de projets, en particulier les projets productifs, les projets innovants, les projets stratégiques pour le pays. Il y a aujourd'hui des stratégies très très claires, toutes les stratégies à la fois sur le plan d'accélération industrielle, mais enfin sur tous les secteurs, elles sont claires, elles sont soutenues et elles sont partagées entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Évidemment, tout n'est pas rose. Bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels, dans l'environnement des affaires, il y a des améliorations à faire. Mais je pense qu'il y a globalement une opportunité unique, ce qui fait aujourd'hui du Maroc un des pays les plus industrialisés, si ce n'est, en tout cas bientôt, le pays le plus industrialisé, avec des success stories évidentes dans l'automobile et dans l'aéronautique. Et pour ma part, je souhaite qu'elle s'étende à toutes les industries. Ma conviction, c'est que toutes les industries sont importantes, que toutes les industries, même les plus traditionnelles, celles qui sont perçues comme passéistes. Moi, je viens du secteur textile. Et dans le textile, on peut créer, dans l'économie de la mode, on peut créer, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, on peut créer énormément de valeur ajoutée, de richesse. Et évidemment, on est dans cette phase, on l'a dit, de repositionnement des chaînes de valeur. Ce n'est pas qu'un mythe. Et aujourd'hui, si l'Europe veut relocaliser ses chaînes de valeur, elle sera obligée de composer avec des pays comme le Maroc pour une question de compétitivité toute simple. Certains maillons devront être répartis dans l'espace EURMED, et c'est à nous d'aller les capter. Merci Sikarim. Monsieur Youssef. Pour moi, je pense que, comme a dit Sikarim, c'est qu'il y a une grande opportunité au Maroc. Parce que nous pouvons connecter l'Europe et l'Afrique. L'Afrique, c'est le marché de demain. C'est-à-dire à travers différentes initiatives gouvernementales, donc il y a un climat des affaires vraiment propice à l'investissement. Il y a également la question en fait de simplification, de facilitation, notamment dans le commerce à l'international, sur lesquels on travaille depuis des années. Donc il y a une opportunité de faire en fait pas que du commerce international, mais du commerce monde-monde. On peut être une plateforme pour l'ensemble des marques au Maroc pour servir l'Europe et l'Afrique et les autres pays du monde. Voilà. Donc il y a beaucoup d'opportunités là-dessus et je pense que ces opportunités, maintenant il faudrait investir et bien sûr tester des schémas, des business models différents pour pouvoir trouver les bons ingrédients pour consommer ces opportunités. Merci Youssef. Bah écoutez, pour répondre à votre question concernant l'omnicanalité en elle-même, on l'a vu tout à l'heure, l'omnicanalité, c'est la possibilité pour le client d'utiliser différents canaux, donc pas que le digital. Et du coup, moi, ce que je remarque, notamment dans pas mal d'activités, on a le développement de plus en plus de shared service centers, donc des call centers et autres. Et le Maroc, je pense, qui est relativement positionné. Il y a également de nombreuses entreprises qui utilisent des shared service centers, notamment dans les pays de l'Est. Et l'avantage du Maroc, c'est sa population. C'est-à-dire que quand vous regardez la pyramide des âges dans les pays de l'Est, ça se rétrécit plutôt à la base. Et on l'a dit, l'Afrique, c'est un pays d'avenir. On a la chance au Maroc d'avoir une population jeune, éduquée, formée. Donc si on parle d'omnicanalité, donc effectivement de donner l'accès à des outils digitaux, et quand les clients n'ont pas la possibilité de répondre ou cherchent toujours leur valise, c'est la possibilité effectivement d'avoir quelqu'un au bout du fil. Et là, je pense que le Maroc a également pas mal de cartes à jouer, en plus du développement de l'automobile, du textile, de l'aéronautique, de tout ce qu'on vient de citer avant. J'aimerais juste compléter ce qui vient d'être dit avec un use case, avec un exemple concret. Vous savez tous que Decathlon a ouvert une plateforme à Tanger, mais vous ne savez peut-être pas pourquoi faire. Il se trouve que c'est JLL qui l'a conseillé et j'étais le patron du projet, donc je peux un peu en parler, sans tout révéler. Mais grosso modo,
Decathlon a décidé d'ouvrir des plateformes boosters dans le monde parce que sa stratégie, c'était de se développer dans des zones où il pensait qu'il y avait un vrai potentiel. Et plutôt que de passer des mois et des mois à étudier le pays avant de décider d'ouvrir un pays, ils ont décidé de monter une supply chain très agile, les plateformes boosters, situées dans des zones franches pour éviter de payer des taxes, etc. Et donc, quand il s'agit de la zone Asie-Europe, on a fait une étude extrêmement précise pour savoir dans quel port on allait s'installer. On a choisi Tanger-Med. On a choisi Tanger-Med parce que les infrastructures sont là, parce que le côté business-friendly est là, effectivement. Et ce qui, pour moi, était presque le plus fondamental, c'est que, comme tu le disais, Eric, la population, les gens formés sont là. Et l'écosystème qui a été monté à Tanger, pour moi, est un vrai cas d'école et qui démontre à quel point le Maroc a un vrai rôle à jouer dans ces nouvelles supply chains régionales. Donc, dans Europe, Afrique, le Maroc a toute sa place. Je vais ajouter peut-être un dernier point. Alors moi, je ne connais pas le Maroc, mais je pense que vous avez compris que j'aimais bien la géographie. Et je pense qu'il y a une place un peu unique du Maroc, une façade maritime incroyable, un quasi-équidistance entre, en tout cas, Amérique du Nord et Amérique du Sud, forte proximité méditerranéenne, enfin un accès à la Méditerranée et à l'Europe. Donc je trouve que c'est un avantage comment dire, naturel, hein, pour le coup, là, qui est extrêmement important. Après, il y a l'Interland. Alors, je pense que c'est un vrai sujet de fond. Hein, j'ai entendu beaucoup de choses sur les investissements au Maroc, mais je pense qu'il y a une réflexion encore plus large à avoir avec effectivement toute l'Afrique de l'Ouest, hein, et comment cet Interland aujourd'hui, qui a un potentiel de dingue, hein, je vais le formuler comme ça, eh ben, avec les infrastructures marocaines existantes, on a parlé de Tanger-Med, hein, qui était ranké le 6e port le plus efficace du monde. Donc il y a des savoir-faire, il y a une façade maritime incroyable, il y a peut-être d'autres ports à ouvrir, mais ça faut construire le futur avec effectivement le reste du continent. Mais à mon avis, vous avez un boulevard. Très bien, merci à vous tous. Écoutez, chers participants et chers visiteurs, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Je vous propose un dernier mot de 30 secondes, et je commencerai par toi, Patrick, vu qu'à chaque fois que tu clôtures, je te propose ton dernier mot de la fin, en 30 secondes, vous tous. L'omnicanalité, pour la réussir, il faut la vivre, il faut oublier la contrainte, il faut voir l'opportunité. Et l'opportunité, au Maroc, il y en a plein. Donc, après, il y a une question de résilience et les chiffres qui doivent tourner. Faites ce que vous faites souvent, c'est-à-dire regardez ce qui se passe à l'extérieur, prenez le meilleur, et vous avez tout pour réussir. Merci Patrick. David, ton mot de la fin. Oui, moi je vais dire, c'est comme Patrick, ce sera qu'un mot. Regardez ce qui se passe. Et voilà, il y a eu plein d'écueils qui sont pas loin de chez vous. Regardez-les, je pense que vous allez avoir un effet de levier beaucoup plus rapide que ceux qu'on a pu connaître. Eric? Omnicanalité, moi je dirais effectivement expérience client et analyser votre workflow, vérifier toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos clients, et c'est là-dedans qu'il faut donner de l'omnicanalité, pas forcément que dans la vente. Alors, l'omnicanalité, oui, mais pas de la même manière pour tous les acteurs, et encore moins du copier-coller par rapport au modèle européen. Et je crois qu'il faut qu'on invente notre modèle marocain. On l'a fait dans plusieurs secteurs, et j'ai confiance qu'on l'invente aussi dans l'omnicanalité. Merci, Youssef. Pour moi, l'omnicanalité, c'est en fait supprimer en fait les silos. C'est d'avoir une chaîne de valeur complète. Pour servir en fait le client, il faut que tout soit à l'heure par rapport à ce qu'on veut, comment on veut servir et la façon avec laquelle on veut servir le client. Très bien. Écoutez, merci. Pour ma part, j'ai pris un réel plaisir à modérer cette conférence, et j'ai envie de conclure avec une note qui rappelle l'illustration de notre introduction en disant: n'ayons pas peur de mélanger les canaux, de jongler avec les expériences d'achat et créer des parcours surprenants. L'omnicanalité est là pour offrir des opportunités infinies et rendre la vie de nos clients délicieusement chaotique qu'une tournée du Père Noël. Sur ces mots, je remercie Portnet et à sa tête M. Ahouzi pour cette belle plateforme d'échange. Merci à vous, chers panélistes, pour vos témoignages. Merci à vous, participants, et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.